64 ans après la déclaration des indépendances au sein des anciennes colonies françaises réunies au sein de l'AOF d'une part et de l'AEF d'autre part, la question de la souveraineté des 14 pays de l'Afrique francophone se pose encore aujourd'hui avec acuité. Pourtant, le 6 octobre 1957, les leaders africains au lendemain du 3e congrès de Bamako vont unir leurs voix autour d'un idéal porté par le Parti africain de l'indépendance, porté par son premier secrétaire, Madjemout Diop. Seulement, lors de la rencontre du 15 février 1958 du côté de la France à Paris, précisément, l'on va commencer à observer des divisions à l'interne, la mise à l'écart des leaders du Parti africain de l'indépendance de toutes les commissions censées délibérer du sort des territoires africains sous occupation française marquait donc le départ de la balkanisation, du moins le début de la balkanisation du continent noir. Ainsi, 2 ans après, la France va délivrer des certificats qui vont être improprement appelés indépendance en lieu et place d'un État fédéral africain qui était donc au centre des préoccupations des leaders africains. Pourquoi et comment ce projet a-t-il échoué alors que le RDA, entendez par là le Rassemblement démocratique africain qui portait le projet, ne souffrait d'aucune contestation en Afrique noire, puissant de ses succès électoraux, ressent notamment aux législatives de 1956, mais surtout aux élections territoriales de 1957. 67 ans après, est-il possible donc de parvenir à cet idéal politique? On en parle dans le cadre de cette édition spéciale avec notre seul invité, le professeur François Ndingue, qui est à nos côtés. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, et merci beaucoup pour votre invitation, et je salue tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Professeur, quelle est l'urgence, bien entendu, de convoquer un fait historique assez important qui remet, bien entendu, en cause la marche vers l'expression de la souveraineté de nos États dans un contexte où, eh bien, le 37e sommet des chefs d'État africains s'est d'ailleurs ouvert se referme d'ailleurs ce jour du côté d'Addis Abeba. Je ne saurais remercier votre chaîne en ce jour symbolique dont on ne parle quasiment pas. Je crois que ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est presque un scoop dont on n'a pas entendu parler depuis 66 ans. Nous sommes aujourd'hui le 17 février 2024. Exactement le 17 février 1958, se sont réunis à Paris l'ensemble des principaux leaders politiques africains et ils ont adopté à l'unanimité un document qui devait créer la fédération, 2 fédérations africaines, en Afrique de l'Ouest, une seule fédération, en Afrique, il faut le dire, dans Afrique de l'Ouest et le Togo, Afrique occidentale française et le Togo, un seul pays, une fédération, et de l'autre côté, l'Afrique équatoriale française et le Cameroun, je pourrais redire après pourquoi on ajoutait toujours et le Togo et le Cameroun. Et cette résolution, dont avait 3 rapporteurs, dont l'un était Sékou Touré, prévoyait donc cette fédération. Alors, aujourd'hui, c'est presque un jour de deuil parce que ce projet n'a pas eu lieu. Imaginez, et je voudrais que tous les téléspectateurs imaginent cela, ce qui était le projet de nos pères fondateurs, si on peut parler ainsi, qui avaient compris que la balkanisation était l'ennemi mortel de l'Afrique. Ils voulaient donc aller à l'indépendance ensemble le même jour. On aurait donc eu tout ce qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun, le Congo, le Tchad, tout cela allait faire un seul pays. Et ensuite, de l'autre côté, on allait avoir la Côte d'Ivoire, ce qui s'appelait la Haute-Volta, le Mali, et tout cela allait faire un seul pays. C'est formidable de voir aujourd'hui que des gens avaient déjà pensé et étaient à 2 doigts, puisqu'ils se sont mis d'accord dessus. Et le document a été adopté et signé. Je vous ai envoyé le document. Si nous avons le temps pendant l'émission, nous pourrons lire la liste des ténors de la politique africaine qui étaient présents. Il y avait notamment le président Félix Houphouët-Boigny. Il y avait tous les grands ténors, Modibo Keïta, Sékou Touré, j'ai déjà parlé de lui puisqu'il faisait partie des 3 rapporteurs.
Oui, oui, professeur, il y avait effectivement des grands noms desquels Léomba, Senghor, Sékou Touré, Modibo Keïta, Houphouët-Boigny, du moins qui sont les plus représentatifs en ce qui concerne le poids de la politique africaine. Mais je voudrais que l'on soit bien entendu procéduré pour permettre à nos téléspectateurs d'être au même niveau d'information avec nous. Tout part de ce congrès, de ce 3e congrès qui a eu lieu à Bamako, ce qui était anciennement appelé, je crois, le Soudan français. Le Soudan français, bien entendu, et comprenez la dynamique de soudanisation qui a été qui est voulue et notamment par les puissances impérialistes. Alors, à l'issue de ce congrès, tous sont unanimes sur le fait qu'il faille donc, bien entendu, aller vers un État fédéral. Sauf que la réunion ultime doit donc se tenir, on l'avait rappelé, le 15 février 1958 du côté de la France. Professeur, entre Bamako et Paris, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que, le parti, par exemple, le parti africain de l'indépendance ne soit plus, retenu parmi, dans les différents travaux qui devraient, bien entendu, aboutir à la déclaration finale. On va certainement la lire, cette déclaration finale qui met à l'écart le parti africain de l'indépendance qui avait pourtant bien réuni à Bamako avec ses pairs, avait porté ce projet de la fédération d'un État fédéral africain. Pourquoi est-ce que finalement, chemin faisant, n'a pas réussi à accorder ses violons pour parvenir à cet idéal-là? Bien, on peut répondre à cela de deux façons. Premièrement, c'est de dire que contrairement à ce qui est arrivé malheureusement après les indépendances, il y avait un débat politique relativement libre et même très libre des leaders africains à cette époque. Les opinions s'exprimaient librement. À la fin des opinions, il y avait des débats. Et il y avait un outil formidable qui s'appelait le Rassemblement démocratique africain, le RDA, dont les divers partis n'étaient que des branches. N'oubliez pas que, par exemple, au Cameroun, l'UPC était la section camerounaise du Rassemblement démocratique africain. Les Africains, nos pères, qui ont lutté pour l'indépendance, et ce n'était pas une lutte facile, avaient compris qu'il fallait s'unir. Et c'est sur cette base d'unité qu'ils allaient. Mais comme je le disais, les débats ont existé, les opinions s'exprimaient librement, il n'y avait pas de censure, on n'allait pas en prison, comme malheureusement cela s'est passé après, si on n'était pas d'accord. Et vous avez très bien fait de souligner ce désaccord. Donc, mais n'oubliez pas que c'est un seul désaccord. Deuxième chose, n'oubliez pas qu'il y a toujours celui qui contrôlait le jeu, c'était le colonialiste, le gouverneur colonial. Donc, déjà, il y avait la frayeur d'une union africaine. Il y avait déjà les sabotages qui commençaient. Et il est remarquable que malgré ces sabotages, et n'oubliez pas que l'administration coloniale, nous sommes en 58, contrôlait encore beaucoup sur ces différents territoires. Malgré cela, les Africains se sont réunis et le titre même de leur réunion du 17 février 1958 est très significatif. Ça s'appelle la conférence de regroupement des partis politiques africains. Donc c'est une conférence qui appelle au regroupement, et pour qu'on adopte un texte comme celui que vous avez sous les yeux, cela montre qu'il y a eu beaucoup de débats dans les coulisses, mais le résultat est remarquable, et c'est ce résultat qu'il faudrait mettre en avant aujourd'hui, en ce 66e anniversaire de l'adoption de ce texte qui, de mon point de vue, reste le premier texte fondamental mis sur papier par des dirigeants, les plus hauts, pas les dirigeants, les plus hauts dirigeants de l'Afrique dite francophone de l'époque, et qui avaient donc été imbus du panafricanisme et avaient cette vision pour entraîner leur peuple dans la direction du progrès et de l'unité et de la solidarité. Merci, professeur. Alors, on va effectivement lire un extrait de cette conférence de regroupement des partis africains. Nous publions ci-dessus le rapport de la commission de la conférence de regroupement des partis africains ainsi que la déclaration du Parti africain d'indépendance formation politique exclue de la dite conférence. Considérant donc que le Parti africain de l'indépendance est déclaré formellement opposé à toute unité organique et à l'établissement de tout programme politique sur cette base avec les autres formations, considérant qu'en dehors du Parti africain de l'indépendance, les autres formations politiques ont poursuivi leur confrontation en vue de dégager un programme commun et définir les modalités de leur fusion organique, considérant l'immense espoir des masses africaines dans la suite de nos travaux d'unification des forces politiques représentées
à la présente conférence de regroupement, conscient du fait que, par des manœuvres de division et de diversion, les adversaires de l'évolution rapide de l'Afrique noire essaient de compromettre l'issue positive et honorable de cette conférence, considérant le caractère historique qu'aura donc toute décision prise dans le sens de l'unité pour favoriser les conditions de la lutte émancipatrice des populations africaines, considérant que seule l'unification des partis africains pourra permettre au territoire et aux hommes de surmonter les contradictions internes et de se hisser au niveau des impératifs communs, conditionnant leur évolution harmonieuse, considérant que l'unité organique des forces politiques sera donc un puissant moyen susceptible de contribuer à la construction d'une communauté franco-africaine ayant un contenu conforme aux aspirations des populations les plus populaires des territoires d'outre-mer pour l'exercice du droit à l'autodétermination et à l'autogestion aux différents échelons. Considérant que cette unité de front sera d'un grand poids lors de la prochaine révision de la Constitution, consciente enfin que l'efficacité de la lutte émancipatrice est fonction de la communion d'idées et d'actions des populations et des territoires que nous représentons. La Commission crée le 15 février 1958 pour l'examen du programme minimum et des modalités pratiques en vue de réaliser l'unité organique des organisations populaires africaines suivantes: le RDA, la Convention africaine, Mouvement socialiste africain, délégation du comité de fusion des partis mauritaniens, le Bloc africain de Guinée, le Mouvement socialiste d'Union sénégalais, le Parti social d'éducation des masses africaines, Union républicaine de la Côte des Somalies, Rassemblement démocratique du Dahomey au Bénin, le Mouvement démocratique voltaïque au Burkina Faso, propose donc à la conférence plénière de regroupement de ces différentes on va dire ces organisations populaires. Voilà donc, dit professeur, ces organisations populaires qui étaient donc censées travailler de fond en comble pour permettre effectivement que l'on puisse aboutir à la mise en place d'un État fédéral africain, sauf que 2 ans plus tard, on n'aura pas l'effet escompté. Pourquoi? Alors, permettez-moi de vous dire encore un grand merci de lire ces textes importants. Vous savez que la situation d'aujourd'hui est le résultat des décisions d'hier. De la même façon que la situation demain sera le résultat des décisions prises aujourd'hui. C'est dire l'importance de l'histoire. Et ce que vous venez de faire, c'est un cours d'histoire, et un cours d'histoire très important au moment aujourd'hui où nous commémorons ce 66e anniversaire, et surtout où on voit renaître des tentatives de recréation de ce que nos pères devanciers avaient déjà vu. Alors, vous avez lu cela, mais la conclusion, les décisions, et d'abord, il faut souligner la qualité des 3 rapporteurs. J'ai dit qu'il y avait Sékou Touré qui représentait le RDA, il y avait M. Yadoumbia qui représentait le mouvement socialiste africain, et puis M. Abdoulaye Ly qui représentait la Convention africaine. Alors, pourquoi cela ne s'est pas réalisé? Et là, on saute un peu, on va vite, peut-être je reviendrai après, mais puisque vous m'avez posé la question, cela ne s'est pas réalisé pour l'histoire humaine et l'histoire des nations comporte des coups de théâtre. Tel que c'était fait et c'était adopté, on devrait y arriver. Mais des événements sont intervenus en France qui ont bouleversé le calendrier français, ajouté à la peur et au désir de balkanisation dont je vous ai parlé, et qui ont accéléré. Quelqu'un est arrivé au pouvoir entre-temps. Cette réunion et cette décision est prise, je vous l'ai dit, le 17 février 1958. En Algérie, en mai 1958, c'est-à-dire 3 mois plus tard, il y a des événements graves et il y a même une tentative de coup d'État. Vous vous rappelez que des généraux se lèvent contre le président français et le président français est obligé de passer l'éponge, de passer le relais. Autrement dit, en France, le général de Gaulle arrive. Aujourd'hui, on accuse les gens de coup d'État. Nous étions en 58, février 58, nous sommes dans la 4e République. Le 13 mai 58, il y a des événements à Alger. En Alger. Et en France, c'est la panique. On est presque au bord de la guerre civile en France.
le président français de l'époque est obligé de jeter l'éponge et de faire appel à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle arrive et, écoutez bien, arrive et prend le pouvoir. Parce que le 3 juin 1958, l'Assemblée française vote ce qu'on peut appeler les pleins pouvoirs au général de Gaulle, 350 voix pour, 161 voix contre, ce qui donne à Charles de Gaulle des pouvoirs d'un dictateur. Donc, quand aujourd'hui on accuse de coups d'État, il faut dire que la Ve République a commencé par un coup d'État. Et ce n'est même pas moi qui le dis. L'un des députés qui avait voté contre le coup d'État de Charles de Gaulle, ce n'est autre que François Mitterrand, excusez du peu. Et après cela, il a même écrit un livre pour dénoncer cela. Le livre a le titre significatif, le coup d'État permanent. Bon, je rappelle ceci, mais je ferme tout de suite la parenthèse pour dire, à partir de 58, de mai 58, le coup d'État de Charles de Gaulle, et Charles de Gaulle lui-même s'engage dans la balkanisation de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Charles de Gaulle arrive et il voit le projet en cours des Africains pour s'unir. Et il voit que si les Africains s'unissent, ce sera la fin de la France. Enfin, la fin des projets de grandeur de la France. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire deux choses. Il va commencer, par l'intimidation. Il va commencer par l'intimidation, la brutalité. Et cela s'opère parce qu'il va soumettre le 28 septembre 1958 un référendum pour la Ve République. Et il va même faire une tournée en Afrique pour menacer les Africains. Il faut bien se rappeler cela. Et c'est au cours de cette tournée qu'il se retrouve en Guinée à Conakry, vers la fin de sa tournée, où un certain Sékou Touré, qui était donc secrétaire, rapporteur du rapport du 17 février 1958, mobilise la population guinéenne pour dire non au référendum. Donc, et ce référendum pour lequel la Guinée dit non, obligatoirement, et tout de suite, la Guinée est mise sous le boisseau et la Guinée est piétinée. Ce référendum est adopté donc le 28 par l'ensemble de la France métropolitaine et les autres soi-disant colonies françaises en Afrique. Et même là encore, il y a un bémol, parce que les trucages, aujourd'hui nous savons qu'il y a eu beaucoup de trucages dans ce référendum, en particulier au Niger, où un certain Djibo Bakary menait la danse et menait l'opposition au projet de Charles de Gaulle. Mais là encore, les forces, l'autorité coloniale a manipulé les élections, a truqué les élections et a mis le Niger comme ayant voté pour le oui. Nous sommes là donc dans un cas où le général de Gaulle et la France arrivent à faire adopter leur projet, leur nouvelle constitution qui entre en application, si je ne me trompe, le 5 octobre 1958. Voilà le premier élément. Le premier élément qui va déstabiliser les Africains. Le deuxième est beaucoup plus grave. Parce que, ayant menacé les dirigeants, certains commencent à avoir peur. Ceux même qui avaient signé la déclaration de création des États fédéraux, des deux États fédéraux en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, en Afrique équatoriale, comme ils disent, ont eu peur et se retirent. Mais mieux, Charles de Gaulle arrive à réaliser un coup formidable en débauchant Félix Houphouët-Boigny, qui renie ce qui avait été signé sous sa présidence, puisqu'il était le président du RDA. Tout à fait. C'est ainsi que le projet de fédération tombe à l'eau, et pour encore parfaire sa tâche, Charles de Gaulle va saucissonner ces États et va accorder à sa guise l'indépendance dans des dates différentes. Et ça, c'est important sur le plan stratégique. Parce que
les deux blocs, l'Afrique équatoriale française et le Togo, l'Afrique équatoriale française et le Cameroun, et l'Afrique occidentale française et le Togo, voulaient former deux pays qui seraient indépendants le même jour. Mais l'astuce stratégique de Gaulle a été de les fracturer et d'accorder en saucissonnant des indépendances. Et vous avez dit, vous avez utilisé le mot le certificat, vous avez utilisé le mot, et c'est un mot juste que vous avez utilisé, des certificats soi-disant d'indépendance qui étaient accordés au compte-gouttes à des dates convenues pour que la discorde soit encore renforcée parmi les Africains, et non seulement la discorde, la méfiance entre eux. Alors qu'ils étaient unis pour aller ensemble, se libérer du joug colonial, ils sont allés en désordre et dans la méfiance. Et c'est vraiment nous avons raté là quelque chose d'essentiel, parce que imaginez que si on était allé à l'indépendance avec deux grands blocs, deux grands pays, qui ensuite est dans le projet que vous avez lu, la suite dit, on va avoir donc deux pays, deux grands pays. On va d'ailleurs revenir pour présenter à nos téléspectateurs le programme minimum qui avait donc été préparé pour ces différents États, du moins pour ces différents États fédérés, notamment au sein de l'AOF, mais surtout au sein de l'AOF, les dispositions qui avaient été mises en place pour permettre à ce que, une fois ces États, du moins ces États fédérés ont donc vu le jour, que l'on puisse bien entendu rouler sur du vélo. Mais je vais dire le problème que nous avons alors, la difficulté d'entendement que nous avons sur cette dynamique, et comment est-ce que le général de Gaulle a réussi à phagocyter une dynamique qui reposait bien entendu sur des masses populaires dans ces organisations, contrairement aujourd'hui ne s'appelaient pas des partis politiques, c'était des organisations populaire africaine, ce qui laisse croire que ça drainait véritablement des foules. Et l'une des plus représentatives, c'est notamment le RDR, le Rassemblement démocratique africain, vous l'avez dit. C'est d'ailleurs au sein de ce rassemblement-là que on va aller piocher quelques leaders qui vont incarner, bien entendu, ce qu'on va appeler désormais nos États. Sékou Touré, qui sera le premier président du côté de la Guinée-Conakry, Modibo Keïta, premier président du Mali, Léomba, lui également premier président du Gabon, Senghor, lui également qui va profiter effectivement de cette balkanisation du Soudan français, qui va donc finalement devenir d'une part le Mali et d'autre part le Sénégal. Bref, on aura donc deux États. Or, avant notamment l'arrivée de Gaulle, c'était juste le Soudan français qui était dirigé par une seule entité. Alors, c'est un tout petit peu embêtant dans la compréhension des uns des autres pour tenter de comprendre comment est-ce que l'on quitte d'un idéal qui était bien entendu porté par les populations. Finalement, on a l'impression que c'est devenu un idéal qui a été personnifié, personnalisé par certaines figures de proue, notamment au sein du RDA, qui se sont finalement accoquinés, on va le dire ainsi, avec De Gaulle pour pouvoir recevoir ces miettes en termes de récompense qui étaient loin, mais alors loin en deçà par rapport à l'idéal qu'avaient porté, bien entendu, ces pères fondateurs. Comment est-ce que l'on fait pour devenir visionnaire à traître en un rien du tout? Ça, c'est une question à laquelle les historiens répondront, et même des psychologues, si la psycho-histoire peut s'occuper de cela. Mais ce que moi je peux dire, vous m'entendez? Parfaitement, professeur, nous vous recevons. Oui. Ce que l'on peut dire ici, c'est que Charles de Gaulle, en colonisateur et en colonisateur vraiment violent, a utilisé toutes les armes de la violence psychologique, la violence physique et les trucages, parce que l'intimidation était la première carte. Et des Africains ont résisté au début, mais certains ont tout de suite lâché. Mais ils ont surtout lâché quand ils ont vu que le président Houphouët-Boigny, qui était à la tête de ce mouvement, avait tout lâché, était le premier. Et vous savez qu'on utilise le bâton et la carotte, et pour corrompre Houphouët-Boigny, on lui a proposé un poste soi-disant ministériel en France. Un ministère sans portefeuille. Donc, pour les honneurs et pour le fait d'appartenir à un gouvernement français, Houphouët-Boigny
a trahi les Africains. Ce n'est pas moi qui le dis. Je peux vous citer des tas d'études historiques ou de biographes de Houphouët-Boigny. C'était sa deuxième trahison d'ailleurs. Parce qu'en 1951, il avait déjà trahi quand il y avait la question de l'apparentement. Vous savez que les mouvements indépendantistes français, africains étaient apparentés au Parti communiste, au Parlement français. Et quand Houphouët-Boigny a vu que la lutte prenait une tournure vraiment nationaliste, il a abandonné l'apparentement, ce que un parti comme l'UPC au Cameroun a refusé. L'UPC, qui pourtant faisait partie du RDA, a refusé de suivre Houphouët-Boigny dans la trahison. Ça, c'était la première. Mais la deuxième trahison de 1958 est encore plus grave, parce que c'est la trahison du projet de fédération des États africains. Et il a obtenu ce poste ministériel. Et je crois que voilà, de mon point de vue, les deux raisons qui peuvent expliquer ce passage, comme vous dites, de héros à traître. Parce que vous pouvez subir l'intimidation, vous pouvez subir la violence, mais si vous avez dans le cœur l'idéal de défense de votre patrie, vous ne fléchissez pas. Et surtout, ce qu'on vous donne en échange, ça peut vous apporter des avantages personnels. Vous serez président de la République, il y aura des bases militaires en Côte d'Ivoire ou ici et là pour vous protéger. Vous êtes sûr que votre pouvoir sera garanti, vous aurez une fortune personnelle, mais la trahison est là parce que, et vous l'avez encore dit très, très justement, c'était un des mouvements populaires. Les gens font comme si le panafricanisme avait commencé aujourd'hui. Mais ceux qui luttaient pour l'indépendance, il n'y a pas un seul pays. Et je vous parle ici de l'Afrique francophone, je peux vous dire la même chose sur l'Afrique anglophone. Tous ces pays avaient l'idéal panafricaniste. Si l'idéal panafricaniste a subi le coup de glace presque qu'il a amené là où il est en 1958 avec la Constitution, avec De Gaulle, il ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Il renaît aujourd'hui et nous en sommes très heureux. Et dans le Sahel, le renouveau panafricaniste est très remarquable. Et vous pouvez voir que dans la déclaration de sortie de la CEDEAO par les pays de l'AES, il y a eu le mot panafricanisme. Et je ne me rappelle pas que depuis 1960, j'ai vu une déclaration officielle des Africains, des gouvernements africains, qui mettent en avant l'idéal panafricaniste comme ce qu'il a été remis au goût du jour par la déclaration de sortie de la CEDEAO par les pays de l'AES. Et pour vous montrer encore en quoi nos dirigeants actuels sont loin de la tâche, loin en arrière par rapport à 1958 au devancier, l'Union africaine vient de terminer, vous l'avez rappelé aux téléspectateurs, sa réunion annuelle. Qui en parle? Personne. Comment ça touche les peuples? Ça ne touche pas. Est-ce qu'ils ont une seule fois, depuis que l'OUA a été créée, est-ce qu'ils ont une seule fois commémoré cet événement capital, fondateur, initial du 17 février 1958? Est-ce qu'ils ont rendu hommage à ceux qui sont assis pour porter le projet de l'Union des Africains? L'histoire est importante, je le rappelais tout à l'heure, et vous avez vu par exemple lors de l'interview de Tucker Carlson avec le président Poutine, que le président Poutine a pris presque 30 minutes au début de l'interview pour rappeler l'histoire. Si on ne se rappelle pas l'histoire, on est perdu. Le président Poutine a agi comme un professeur d'histoire. Et c'est important. Et c'est pour ça que je vous félicitais d'avoir pris le temps de relire ce document. Et si vous voyez même, la dernière interview que le président Tchiani du Niger a donnée, au début de son interview, il rappelle l'histoire. L'histoire est importante. Parce que sans la connaissance de l'histoire, vous êtes facilement manipulé. Et non seulement vous allez recommettre les mêmes erreurs, mais vous allez tomber dans vos ennemis se présenteront devant vous comme vos amis, et vous serez déboussolé et vous n'arriverez pas. L'Afrique est déboussolée par manque de connaissance de l'histoire et de tirer les conclusions qu'impose cette connaissance de l'histoire. Alors, professeur,
Entre 1958 et 2024, beaucoup d'eau a finalement coulé sous le pont. Est-ce que, vu la dynamique, la démarche qui était celle des pères fondateurs du panafricanisme, où on voulait bien entendu aller de manière groupée, aujourd'hui, on a plus ou moins l'impression que cela ne semble pas être le cas quand on convoque un certain nombre de réalités, qu'elles soient anthropologiques, qu'elles soient politiques et bien d'autres. Alors, est-ce que dans le fond, aujourd'hui, vous semblez nous faire croire, lorsque vous avez convoqué notamment les dynamiques au sein de l'AES, qu'il faudra, bien entendu, la mise sur pied d'abord de ce foyer qui soit consolidé, notamment ce foyer panafricaniste qui soit consolidé avant, bien entendu, de pouvoir voir comment fédérer les différents États. D'ailleurs, le projet pour la fédération de ces trois États est déjà rentré dans sa phase terminale, parlant du Niger, du Burkina Faso ainsi que du Mali. Est-ce que progressivement, on est finalement en train de retrouver l'idéal porté notamment par les pères fondateurs du panafricanisme, de votre point de vue? Incontestablement, l'Alliance des États du Sahel est depuis 1960 le premier projet fiable d'avancée sérieuse vers le panafricanisme. Et nous devons les féliciter. L'Union africaine, et avant cela même l'Organisation de l'Unité africaine, avait déçu, et je pourrais vous dire pourquoi ils avaient déçu. Ils avaient fait fausse route dès le départ, dès la création le 25 mai 1963. Il a pris fausse route et depuis là, on n'en fait que fausse route. À mon sens, le premier redressement vient de cette union. Alors maintenant, vous me dites, pour répondre à votre question, nous devons d'abord constater une chose. C'est le renouveau du panafricanisme et surtout au sein de la jeunesse. Et votre chaîne de télévision y a contribué, vous pouvez en être fier. C'est ce renouveau qui se rapporte. Les choses ne peuvent plus se passer comme avant. Ce renouveau a pris parmi la jeunesse et on voit le soutien, que ce soit en Afrique ou dans ce qu'on appelle la diaspora africaine. Le panafricanisme est au goût du jour. Et c'est une arme formidable pour les Africains. Et je voudrais que vos téléspectateurs comprennent ceci. Pour la première fois, les Africains, aujourd'hui, ont avec eux un ensemble, un corpus idéologique qui est le leur et que les autres ne contrôlent pas. Ce n'est pas des idéologies qui viennent de l'extérieur, c'est une construction de l'histoire qui aboutit aujourd'hui à des objectifs que les Africains peuvent contrôler de bout en bout. Et ça, ceux qui ont toujours dominé l'Afrique ont très très peur. Et ils se sont opposés même quand cela commençait. Par exemple, je vous raconte juste rapidement, si vous permettez, une anecdote. Vous savez que le Ghana a été indépendant le 6 mars 1957. Avant cette indépendance, celui qui était encore le premier ministre, Kwame Nkrumah, a envoyé une lettre d'invitation officielle au couple du docteur Webb Dubois et sa femme. Donc les deux pères étaient le docteur Dubois, qui est un des intellectuels qui a lutté pour le panafricanisme et qui l'a mis au point et qui a une contribution remarquable depuis 1900 qu'il avait commencé. Et donc il est invité et c'est lui qui devait prononcer le discours principal de l'indépendance. Qu'est-ce qui se passe? Le docteur Dubois, à ce moment, va au département d'État aux États-Unis, puisqu'il est américain, pour demander le passeport pour voyager. Le gouvernement américain refuse de donner le passeport, de délivrer le passeport au docteur Dubois, et refuse aussi à son épouse, même pour que son épouse aille le représenter et lire le discours en son nom. J'ai la lettre, j'ai la déclaration du docteur Dubois qui se révolte contre ce refus. J'ai aussi la lettre d'invitation du président, du premier ministre Nkrumah, et j'ai même la lettre de protestation que le président Nkrumah a écrit après. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que ceux qui s'opposent au panafricanisme, ce n'est pas seulement en Europe, ce n'est pas seulement Charles de Gaulle. Les États-Unis d'Amérique en tant que gouvernement se sont toujours opposés au panafricanisme. Et donc, refusé donc par exemple que le docteur Dubois arrive pour consolider ce qui était le résultat
de presque 57 ans de sa vie. À cette époque, il avait déjà 90 ans ou quelque chose de cet ordre. Pourquoi lui refuser cela? Parce que les forces qui ont mis l'Afrique en esclavage, les forces qui ont ensuite mis l'Afrique en colonisation, savent que dans l'unité des Africains réside une puissance qu'ils ne pourront jamais contrôler. Et une puissance qui aura des effets retours dans l'ensemble de l'Afrique globale. C'est-à-dire qu'une Afrique puissance, ce sera un pôle qui apportera ipso facto de la puissance aux Noirs aux États-Unis, aux Noirs au Brésil. Et de ça, tous ces gens ont peur, alors que l'Afrique n'a jamais été agressive. Tout simplement, l'Afrique et les Africains veulent s'unir pour enfin être des hommes souverains et jouir des ressources de leur sous-sol qui, on peut le démontrer, feront d'eux les hommes les plus riches et peut-être aussi les plus puissants sur cette terre. Alors, professeur, 66 ans après, est-ce que de votre point de vue, vous êtes éditorialiste, vous avez l'impression que l'Afrique a suffisamment tiré les leçons de ce fiasco de février 1958, bref, l'Afrique des peuples, de votre point de vue? Je crois que puisque les choses ne sont pas connues, on peut tirer des leçons quand on sait les choses. Par exemple, cette déclaration, je vous dis que ça fait 20 ans que j'essaie d'en parler, personne, ça ne dit rien à personne. Mais pour moi, c'est un document fondateur. C'est même plus important de mon point de vue que les soi-disant déclarations d'indépendance. Parce que les déclarations d'indépendance, on sait que c'est la France, ou bien l'Angleterre d'ailleurs, qui ont manipulé et pour diviser les Africains. Alors que là, et c'est quelque chose d'original qui n'a pas son pendant dans l'Afrique dite anglophone, là, des dirigeants de l'Afrique francophone se sont réunis et souverainement, ils ont décidé la voie de la prospérité. Et puisque vous l'avez lu, permettez-moi que je lise deux petits paragraphes de conclusion. Ou bien peut-être que vous allez... si vous pouvez lire le paragraphe A et B à la fin, qui montre au niveau des rapports entre les différents territoires. Je le fais rapidement au niveau des rapports entre les différents territoires qui seront dotés d'un statut d'autonomie interne totale, à savoir l'Assemblée, le gouvernement, l'actuel AOF, l'actuel AEF et tout autre groupe de territoires seront donc des fédérations démocratiquement constituées par ces territoires sur la base primo de la solidarité, de l'égalité, mais surtout d'abandon volontaire de souveraineté territoriale. B. Au niveau des rapports entre la France et l'ensemble de ses anciens territoires d'outre-mer, sera aménagée une république fédérale réunissant la France, les groupes de territoires et les territoires non groupés sur la base de la libre coopération, de l'égalité absolue et du droit à l'indépendance. Les groupes de territoires et territoires non groupés d'outre-mer étant dotés d'un gouvernement central autonome responsable devant l'Assemblée législative ayant tous les attributs de la souveraineté interne, excepté le contrôle direct et exclusif de la diplomatie, de la défense, de la monnaie, de l'enseignement supérieur et de la magistrature réservée au gouvernement de la République fédérale. Une telle République fédérale pourra contracter une union confédérale unissant de la sorte la République fédérale à des États déjà indépendants ou accédant à l'indépendance. En des termes beaucoup plus simples, professeur, qu'est-ce qui est dit entre les lignes? Là, vraiment, vous avez le résumé du panafricanisme dans ces deux points. Le premier point A, qu'est-ce qu'il dit? Ce qui est décidé. Il est décidé dans ce premier point A que on va créer deux pays, deux fédérations. Donc, l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. Et écoutez bien, chaque mot est important. Et vraiment, c'était de génie ceux qui ont rédigé ce document. Ils disent que ce seront des fédérations démocratiques. Comment constituées? On dit en Afrique, il y a la dictature, il y a tout ceci. La dictature a été imposée aux Africains. C'est Charles de Gaulle qui a mené la dictature en Afrique. On parle, relisez le livre de Mongo Betty, même pas sur le Cameroun. C'est la France qui a apporté la dictature en Afrique. Vous voyez que les Africains
de ce moment-là réunis parlent de démocratie, c'est-à-dire qu'ils envisagent la vie politique comme un champ de débat libre. Ensuite, ils disent que ces fédérations seront constituées par des territoires sur la base de la solidarité. C'est un terme très africain. Nous sommes dans la tradition africaine de la solidarité, de l'égalité. Tout ça, c'est des termes que tout Africain comprend intuitivement. Regardez comment nos villages étaient gérés. Regardez comment nos royaumes étaient gérés. Il y avait toujours la solidarité, il y avait l'égalité et d'abandon volontaire de souveraineté nationale. Quel est le chemin sur lequel sont en train d'aller le Niger, le Mali et le Burkina Faso? C'est exactement ce programme. Et ensuite, alors, le deuxième point est encore plus audacieux et montre simplement que les Africains ne sont pas rancuniers, mais que les Africains sont des gens ouverts. Parce que ces deux ensembles, qui devaient donc faire deux grands pays, avec les dimensions que vous voyez, on envisageait de faire d'eux après une confédération. Donc, les deux fédérations devaient en plus s'unir. Ils ne s'arrêtaient pas à l'AOF. Et à l'AOF, ils envisageaient une unité. Et déjà, et ils le disent après, cette unité allait être ouverte aux autres pays africains. C'est formidable. Et même mieux. Et c'est là où vraiment j'ai vu que ils n'excluaient pas la France. Relisez bien le document. C'est-à-dire que c'est l'universaliste humaniste des Africains. Il disait aux Français, nous ne sommes pas rancuniers, vous nous avez mis en esclavage, vous nous avez colonisés, mais si vous acceptez l'égalité, et le terme qu'ils utilisent, c'est égalité absolue. C'est-à-dire que si vous ne pensez pas que parce que vous êtes blanc, vous êtes supérieur aux noirs, si vous acceptez, nous sommes prêts à vous accepter. Ensemble, nous pouvons faire une confédération générale. Et nous pouvons travailler avec vous, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir un ensemble qui s'appelle l'AOF et l'AEF réunis, plus la France. Et donc, dans cet ensemble, nous serons tous à égalité et la France en profitera. Et même, on peut dire que Charles de Gaulle a fait du mal à la France. Imaginez que le gouvernement français ait accepté ce projet africain. La France, aujourd'hui, serait assise dans un grand ensemble qui contiendrait tous ces endroits. La France ne serait pas aujourd'hui, il n'y aurait pas eu ce qu'on appelle France-Afrique. La France serait assise sur une richesse illimitée. La France pourrait, avec son arrière et ses partenaires africains, être la première puissance au monde, avec toutes les ressources que les Africains étaient prêts à leur fournir, avec tout le travail que les Africains étaient prêts à faire pour la France. N'oubliez pas les Africains qui sont morts pour la France à la première guerre en 14-18, puis après. Mais les Africains ont passé tout ça. Ils ont voulu oublier tout ça dans leur projet de fraternité avec la France. Mais Charles de Gaulle, pour une vision à courte vue, et parce que c'était un suprémaciste blanc, il croyait qu'il pouvait dominer les Africains éternellement. Et cet esprit de domination se trouve justement dans le titre 12 de la Constitution de 1958 qui institue ce que c'est que la communauté. Mais de ça, je pourrais parler un peu plus tard. Merci à vous, professeur. Et là, on voit donc plus clair dans la profondeur de ce projet porté notamment par les pères fondateurs du panafricanisme qui voulaient, bien entendu, inclure donc dans ce grand ensemble, eh bien, toutes les entités qui tournaient effectivement autour de cette, on va dire, de l'activité, on va dire, impérialiste de la France à travers le continent. Mais il y a que, professeur, peut-être vous n'avez pas évoqué cela, cette dynamique intégrait également les territoires d'outre-mer. Le cas aujourd'hui, les débats autour de Mayotte revient et on en parle régulièrement. C'était véritablement une vue globale qui éviterait au mieux, vous l'avez dit d'ailleurs, à la France de pouvoir aujourd'hui à facilement se défaire d'un certain nombre de choses pour lesquelles elle est plus ou moins acculée. Aujourd'hui, on parle du cas de Mayotte, ça a été le cas des Comores et bien d'autres territoires d'outre-mer pour lesquels on a plus ou moins l'impression que les velléités émancipatrices sont de plus en plus accrues, du moins ces dernières années. Vous touchez là un point capital. Et encore une fois, je ne veux pas vous jeter des fleurs, mais vous touchez là un point capital qui montre l'humanisme des Africains.
les Africains étaient ouverts et prêts à travailler avec la France sur la base de l'égalité, et ils auraient fourni toutes les matières premières à l'économie française. Et comme vous avez bien dit, le projet panafricaniste ne se limite pas à l'Afrique, parce que tel que c'est conçu dans ce document du 17 février 1958, c'était ouvert aux Africains des Antilles, c'était ouvert aux Africains de la Guyane, c'était ouvert à tous les Africains qui étaient de bonne volonté pour se joindre. Donc, le panafricanisme n'est pas quelque chose de recroquevillé sur l'Afrique. C'est un point très important. Théoriquement, le panafricanisme est né dans les Antilles, il ne faut pas l'oublier, particulièrement en Trinidad, dans les Antilles anglaises, et est arrivé après en Jamaïque et avec Marcus Garvey, et est arrivé quelque temps après aux États-Unis. Mais le panafricanisme, tel que les Africains ont commencé à le prendre après le 5e congrès panafricanisme à Manchester en 1945, quand les Africains ont commencé à prendre les choses, ils ont pris en compte tout cet héritage qui venait de leurs cousins d'outre-mer, et ils les intégraient dans cette réflexion et dans leur projet de vie commune. Et ce projet, encore une fois, est un projet humaniste. Les Africains n'ont aucun projet de domination sur qui que ce soit. Les Africains, au contraire, c'est pour ça que la sensibilité africaine, par exemple, au drame, au génocide aujourd'hui à Gaza, montre que la sensibilité, les Africains savent ce que c'est que la souffrance, et étaient ouverts à lutter contre toutes les injustices. Donc le panafricanisme tel que le concevaient nos pères fondateurs dans ce document, et c'était un projet ouvert et qui devait intégrer, comme vous l'avez fait remarquer, la France, aujourd'hui, si le projet avait fonctionné, la France serait honorée aujourd'hui. La France n'aurait pas à se cacher avec tous les crimes que la France a dû commettre pour cacher, pour dissimuler son projet impérialiste, son projet de domination post-coloniale. La France pourrait marcher tête haute partout dans le monde, être sereine, et dans un projet de coopération que les Africains lui ont proposé, la France aurait, je vous dis, la France, avec les Africains, l'Allemagne ne serait rien par rapport à la France. L'Allemagne, l'Angleterre encore moins. Mais les Français ont voulu, et là c'est le racisme européen qui ressort, les Français ont voulu maintenir leur domination, soi-disant le projet de grandeur de Charles de Gaulle, et il a initié ce qu'on appelle improprement la France-Afrique, mais qui en fait est du nazisme, c'est-à-dire un mélange de gaullisme et un mélange de nazisme. Et si vous vous référez encore au point B que vous venez de lire, vous allez voir que dedans, dans ce projet fédératif, les Africains parlent déjà de mettre en commun la défense, la monnaie. Et si vous connaissez la théorie du triangle de souveraineté, la théorie du triangle de souveraineté dit que un pays, un groupe ou groupe de pays, pour être souverain, doit avoir au moins la souveraineté sur les trois côtés du triangle que sont la monnaie, la défense et le droit. Et déjà, ceux-ci en parlaient, et au lieu de ça, qu'est-ce que la France a avancé? La France a avancé, comme le dit le professeur Nicolas Abou, la France a avancé le nazisme monétaire. Comment pouvez-vous être fier d'être l'initiateur du nazisme monétaire? L'Allemagne a appliqué le nazisme monétaire à la France, et pour cela, je fais référence au livre de Cédillo et d'autres livres qui ont travaillé sur ça. Et bien sûr, au livre le franc CFA et l'Afrique et l'euro contre l'Afrique du professeur Nicolas Abou. L'Allemagne a appliqué le nazisme monétaire à la France. Quand les Allemands sont arrivés en France en juin 40, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils sont allés à la Banque de France. Ils ont baissé le drapeau français, ils ont mis le drapeau allemand, et ils ont mené une politique monétaire qui a ruiné la France sans que les Français même s'en rendent compte. Si bien qu'au procès de Nuremberg en 1946, la France a porté plainte contre l'Allemagne, et la France a été dédommagée du nazisme monétaire qu'elle a subi. Curieusement, quand la France, qui a été libérée en grande partie par les Africains, au moment applique le nazisme monétaire
aux Africains ce qui fonctionne jusqu'à ce jour. C'est vraiment un gâchis. Je crois que l'heure de vérité doit arriver. Rien n'est jamais tard. Les hommes font des erreurs, les nations font des erreurs. L'Afrique, pour moi, je l'ai toujours dit et je maintiens, l'Afrique doit être ouverte et l'Afrique doit continuer dans l'esprit d'ouverture et de panafricanisme que nous propose ce merveilleux document. Professeur, vous avez tout à l'heure dénoncé un certain nombre de personnalités qui auraient donc trahi, bien entendu, cette cause panafricaniste, mais on a quand même quelques figures de proue qui ont plus ou moins continué à porter cet idéal, même si le grand projet, celui d'une véritable d'une fédération, n'avait pas vu le jour au lendemain de cette du 17 février 1958. Modibo Keïta et Sékou Touré qui ont on le sent quand on regarde effectivement le magistère, la manière avec laquelle ils ont posé eh bien certaines questions avec beaucoup de rigueur, notamment le cas Modibo Keïta, Sékou Touré également avec le cas de la monnaie. Vous avez évoqué tout à l'heure ce triangle de souveraineté, la monnaie, la défense, mais surtout le droit. On voit bien que ils étaient bien dessus du fait que ce projet fédérateur n'ait pas vu le jour, mais ils ont essayé autant que faire se peut de pouvoir l'implémenter sur le plan local, même si là encore il y a eu ce que l'on a connu, c'est-à-dire voilà des échecs, mais ils ont quand même eu le mérite d'avoir osé, contrairement à certains qui étaient bien entendu à ces assises et qui ont une fois le projet galvaudé par De Gaulle oublié véritablement ce qui avait fait d'ailleurs l'âme de cette véritable dynamique. On parle, vous l'avez dit, au Fouet de Boigny, mais surtout Liomba du côté du Gabon, Senghor du côté du Sénégal. Est-ce que finalement ce projet, quoi qu'il en soit, aura donc permis à certains leaders de cette époque de pouvoir bien entendu servir de phare aujourd'hui à ces dynamiques qui n'observent pas de Modibo Keïta mais sous de Sékou Touré, entre autres? Vous avez prononcé les noms de deux catégories de dirigeants africains, ceux que nous honorons et ceux qui ont moins de mérite, pour parler ainsi, pour utiliser un euphémisme. Je ne veux pas m'occuper de ceux qui ont trahi, je ne veux pas faire de la polémique, mais je veux surtout honorer ceux qui ont eu le courage de maintenir dans des conditions extrêmement difficiles, en particulier le président Sékou Touré. Parce que dès que la Guinée a pris la décision que tout le monde connaît, qui était la décision en ligne avec le document de Paris, et qui était en ligne avec la grande volonté, comme vous l'avez rappelé, de l'immense majorité de la population africaine. Vous pouvez aller sur Internet, vous verrez les images de quand De Gaulle, par exemple, fait sa tournée, des masses d'Africains se jettent dans les rues avec des pancartes indépendance immédiate et réunification africaine. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, les partis, la population, les gens font aujourd'hui encore une fois comme si le panafricanisme venait. Le panafricanisme était déjà dans les masses africaines de l'époque. Et les images ne trompent pas. Donc, le président Sékou Touré a été acculé. Et vous connaissez que il n'avait pas affaire seulement à la France. Et il a tenu tête. Et en fait, c'est à l'OTAN qu'il avait affaire. On avait décidé de l'éliminer. Et un jeune État comme celui-là n'avait pas les moyens. Même s'il y avait un soutien, là encore, de la Fédération de Russie, de l'Union soviétique de l'époque. Même chose pour le président Modibo Keïta. C'était celui qui était allé, je crois, le plus loin sur la conception intellectuelle de la chose. Parce que si vous lisez, par exemple, le discours du président Modibo Keïta, le jour où il quitte, où il annonce à l'Assemblée nationale le départ de la zone franc, c'est un discours très très bien construit et très bien argumenté. Évidemment, il fallait l'abattre. Il fallait abattre tous ceux qui avaient encore la dignité et qui avaient le courage. Aujourd'hui, tout le monde veut se réclamer de Modibo Keïta. Mais ils étaient peu nombreux. Quand on l'a mis en prison, et il est mort en prison dans des conditions, là encore, qui restent très douloureuses pour nous. Mais on va plus loin.
Parce que ce projet, jusqu'ici, nous n'avons parlé que de la partie francophone. Dans l'autre partie anglophone, il y avait le docteur Nkrumah. Il portait ce projet haut et qui était là encore près d'aboutir. Puisque vous avez parlé de la réunion de l'Union africaine qui vient de se terminer Aujourd'hui, pardon, le président Nkrumah, au moment où on veut créer l'organisation de l'unité africaine, le président Nkrumah, au milieu du mois de mai, envoie à Addis Abeba son ministre des Affaires étrangères. J'ai le document. Il envoie son ministre des Affaires étrangères et il demande d'aller voir le ministre et d'aller voir Sa Majesté Haïlé Sélassié. Il dit à Sa Majesté, voici le message du président Nkrumah. Majesté, je vous supplie, vous allez organiser cette réunion des Africains, mettez un seul point à l'ordre du jour, l'unité africaine. Voilà la demande du gouvernement du Kenya, du Ghana. Le gouvernement du Ghana, le ministre du Ghana fait les démarches, comme a demandé le président Nkrumah. Il n'y arrive pas encore. Mais il soulève de l'enthousiasme. Arrive maintenant le président Nkrumah lui-même. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous les médias, les mêmes médias qu'on voit aujourd'hui, placardent de partout dans Addis Abeba, lancent une campagne de dénigrement du président Nkrumah. On l'accuse de tous les maux. C'est un dictateur, il veut devenir le dictateur de l'Afrique, il ne faut pas accepter, il veut corrompre les autres. Donc Nkrumah arrive à Addis Abeba alors qu'il y a une campagne des médias, les mêmes médias qu'aujourd'hui, hein, des médias européens et américains, qui est déversée sur lui. Il a volé, et c'est même un tueur. On l'accuse même d'assassinat et on met sur lui, sur son dos, l'assassinat du président Sylvanus Olympios. Sylvanus Olympio qui avait été tué le 13 janvier 63. Donc Nkrumah arrive diminué et ce qui va faire que le projet qu'il va porter sera encore à la peine et le projet d'Union africaine ne sera pas adopté et c'est plutôt un autre projet porté cette fois par le Nigeria et qui est un mauvais projet qui découlait de ce qu'on a appelé le club de Monrovia, alors que Nkrumah était le chef de file de ce qu'on appelait le club de Casablanca. Et si vous voyez la charte de l'Union africaine, j'invite ceux qui sont curieux à aller lire, la charte de l'Union africaine, vous allez voir que c'est presque du copier-coller avec la charte de l'organisation des clubs de Monrovia. C'est-à-dire que, de mon point de vue, l'Afrique s'est trompée dès la création de l'Union africaine et depuis lors, elle a continué à se tromper jusqu'à peut-être l'espoir qui est en train de renaître avec l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes aujourd'hui dans un moment crucial. Qu'est-ce que cela va donner? Nous ne savons pas. La jeunesse africaine doit reprendre le flambeau qu'on a abandonné depuis 64 ans pour lancer le projet que leur père avait conçu, pour mener la vision que leur père avait conçue et qui va les amener inévitablement à la première place de la prospérité mondiale. Et c'est peut-être ce que nous sommes en train d'observer avec notamment la situation sénégalaise. On va en profiter pour vous arracher un commentaire là-dessus, professeur François Ndingue, vu que nous sommes en train de refermer cette édition en particulier qui nous permettait donc de convoquer un fait historique lié donc notamment à cette volonté des pères fondateurs du panafricanisme de mettre en place 2 États fédérés afin donc de pouvoir bien entendu faire face à toute volonté, à toute velléité de déstabilisation, mais surtout voilà, de balkanisation de nos États. Malheureusement, ce projet a donc finalement échoué, mais des années après, on a l'impression que ce renouveau panafricaniste est donc en train de revoir le jour. Mais qu'en est-il effectivement
des États qui semblent ne pas l'approprier. Est-ce que c'est donc un vent de renaissance, en tout cas, de ce renouveau panafricaniste qui est en train de ressouffler désormais sur l'ensemble de nos États, professeur François Ndingwe, quand on convoque en tout cas les récents événements, notamment vécus au sein de l'espace ouest-africain? Il y a incontestablement un renouveau africain. Et si je ne me trompe, même son Excellence, le président Emmanuel Macron, parle de panafricanisme et dit plutôt, si j'ai bien compris, il parle de pseudo-panafricaniste, ou bien j'entends de certains commentateurs qui parlent de panafricanisme frelaté. Il n'y a pas de panafricanisme frelaté. On n'a pas besoin de connaître toute l'histoire du panafricanisme. Tout le monde ne peut pas être un intellectuel du panafricanisme. Le panafricanisme, c'est un sentiment des Africains. C'est un sentiment de l'Afrique globale. C'est un sentiment de la souffrance. Le panafricanisme est né dans le champ de l'esclavage, dans le champ de coton, où la souffrance, dans le champ de canne à sucre, où la souffrance des Africains a trouvé un souffle de renouveau et de solidarité. Maintenant, est-ce que le mouvement que l'on voit aujourd'hui va aboutir? Je ne sais pas. Personne ne peut parier sur l'avenir. Est-ce qu'il ne porte pas déjà des fruits? Quand vous dites, vous interrogez s'il va aboutir à long terme, qu'est-ce que vous souhaiteriez de votre point de vue obtenir, professeur? Moi, je souhaite au minimum ce que nos devanciers ont vu dans leur vision de 1958. Je souhaite une grande, déjà même, imaginez que les pays de l'ancienne AOF et l'ancienne AEF se réunissent. Et rien que ces pays, même déjà l'AES, de mon point de vue, l'AES a les moyens pour être la grande puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, même devant le Nigeria. Ce que je souhaite, et c'est un souhait personnel, ce que je souhaite, c'est au moins ce que ces gens avaient proposé. Et ce souhait est fait dans un contexte géopolitique international qu'il ne faut jamais oublier. Quelle est la situation géopolitique aujourd'hui? Elle nous est extrêmement favorable. Et elle nous est extrêmement favorable, ce serait vraiment perdre encore le Nord si nous n'arrivons pas à prendre avantage de la situation actuelle où les impérialistes, les esclavagistes, les colonialistes sont en train de perdre un peu pied pour ne pas avancer. Regardez ce qui se passe par exemple avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui aurait pu oser il y a seulement un an que l'Afrique du Sud aurait le courage d'aller porter plainte pour génocide contre à la Cour internationale de justice contre Israël. Mais l'Afrique du Sud ne peut pas agir seule. Et c'est là où les dirigeants de l'Afrique du Sud doivent savoir que leur survie ne peut venir que du panafricanisme. Et il y a 2 ou 3 jours, il y a quelques jours, deux congressmen américains ont porté une loi qui va attaquer l'Afrique du Sud justement pour son audace d'avoir pris, porté, c'est pas une plainte, d'avoir traîné, pour parler ainsi, Israël devant la Cour internationale de justice pour génocide. Donc, l'Afrique du Sud seule ne peut pas se défendre. Donc, les dirigeants d'Afrique du Sud, eux aussi, doivent se mettre dans la route du panafricanisme. S'ils sont seuls, ils n'y arriveront pas. Les États-Unis les ont déjà en point de mire et ils peuvent, comme ils ont les moyens, faire un matraquage sur eux, utiliser les moyens légaux ou illégaux. N'oubliez pas que dans un discours, il y a avant-hier, le président Ramaphosa a dit, et il faut bien l'écouter, qu'il y avait des menaces sur son pays parce que certaines puissances voulaient un changement de régime. Donc, il n'utilise pas le mot, mais on sait de qui il parle. Ça veut dire qu'il s'est attaqué à un gros morceau parce qu'en réalité, si il traîne Israël pour génocide devant la Cour internationale de justice, il est tout à fait logique, et c'est la suite logique, que ceux qui favorisent ce génocide, ceux qui soutiennent ce génocide, ceux qui fournissent les armes, ceux qui fournissent l'argent,
doivent logiquement être dans la suite portés eux aussi devant la Cour internationale de justice. Ça veut dire que les États-Unis, l'Afrique du Sud devra, si elle est logique, porter les États-Unis et tous les groupes de pays qui soutiennent Israël comme complices de génocide devant la Cour internationale de justice. Est-ce que l'Afrique du Sud seule peut porter ce fardeau? Est-ce que l'Afrique du Sud seule peut faire face? Est-ce qu'elle ne sera pas écrasée en moins d'une semaine? Donc, les dirigeants africains, les dirigeants d'Afrique du Sud doivent savoir qu'il n'y a pas d'autre planche de salut que le panafricanisme. Et c'est ici le lieu de saluer tous les pays africains qui ont supporté, qui se sont mis du côté de l'Afrique du Sud pour porter cette action de l'Afrique du Sud. En faisant cela, ces pays africains non seulement agissent par humanisme, ils agissent par souci de la paix dans le monde. Non seulement ils agissent parce que c'est les droits de l'homme qui doivent être mis en avant et qu'on ne peut pas accepter sous quelque prétexte que ce soit le massacre. On parle aujourd'hui, on est déjà à près de 30 000 morts, dont peut-être 20 ou 10 000 enfants. Tous les pays africains qui ont soutenu l'Afrique du Sud dans cette action doivent être félicités, mais ils ne doivent pas s'arrêter à là. Si l'Union africaine était quelque chose de sérieux, il serait aujourd'hui, par exemple, à prendre ce document de 1958 et à élaborer les plans de l'État, de la Fédération africaine. Il n'y a pas autre chose à faire. Vous ne pouvez pas. La compétition internationale qui est celle des géants, vous ne pouvez pas survivre. Vous serez toujours des petits chatons, ce qu'on peut écraser, à qui on peut donner, on peut intimer l'ordre tout le temps. Alors que si vous êtes unis, personne ne peut vous attaquer. L'Afrique, même sur le plan militaire, a les moyens. Donc, le panafricanisme aujourd'hui, plus que jamais, est la solution du problème. Il ne va pas résoudre tous les problèmes. Mais en termes de souveraineté, les Africains ne peuvent pas être souverains et se déclarer souverains et agir comme un acteur respecté sur la scène internationale s'il n'y a pas de panafricanisme. Infiniment vous, professeur François Ndégué, d'avoir accepté cette invitation afin de commenter avec nous cette déclaration historique solennelle du 17 février 1958, 66 ans après cette déclaration, reste, vous le dites si bien, toujours d'actualité. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. On se donne rendez-vous très prochainement. À très bientôt. Tous ceux qui veulent l'unité africaine, qui sont passionnés par l'Afrique, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai récemment découvert un site qui rassemble les Africains et prône le panafricanisme, le réel panafricanisme. Dans ce site, vous pouvez retrouver les différents pays d'Afrique, leur langue, leur territoire, beaucoup d'informations sur différents pays d'Afrique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moyen pour vous aussi d'apprendre davantage sur l'Afrique. Le site s'appelle AMULAB. AMULAB qui est un sigle qui signifie African Most United Laboratory. Le message est fort. L'Afrique doit être unie, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Ce site est également une pétition et le but est de rassembler 1 million d'Africains. 1 million d'Africains qui attesteront qu'ils veulent du plus profond de leurs entrailles l'unité africaine. Et c'est très simple. Moi, Maïva, je lance l'initiative de soutenir le panafricanisme. C'est pourquoi j'ai créé mon compte sur le site. Et si toi aussi tu veux soutenir l'unité africaine, tu veux soutenir le panafricanisme, connecte-toi sur le site et abonne-toi à mon compte. Un abonnement égale à une pétition signée. 2 abonnements égale à 2 pétitions signées. Donc ce soir, je veux voir un maximum de personnes soutenir l'unité africaine, soutenir le panafricanisme en vous abonnant sur mon compte. C'est simple. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans ma bio. Pour soutenir le panafricanisme, pour soutenir l'unité africaine, n'oubliez pas, un abonnement égale à une pétition signée. C'était Maïva.